Éric Fraticelli n'a plus une minute à perdre. Acteur, auteur, réalisateur, il multiplie aujourd'hui les casquettes et les projets. Mais c'est avec celle de l'enfant de Lupino qu'il est le plus touchant lorsqu'il revient sur les images fortes de sa vie, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Éric. Ouais. Vie qu'on va raconter à travers les photos marquantes. Alors là, on est plutôt dans l'enfance, même avant l'enfance, hein, Éric. Il paraît que c'est toujours impressionnant d'ailleurs quand on est... Franchement, ouais, ça fait très bizarre. Ouais. Commençons là, tiens. Là ça, c'est le père de ma grand-mère maternelle. Un berger. Un berger, mais vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que les bergers d'avant n'avaient pas l'argent pour avoir leur propre troupeau. Donc, ils rassemblaient les chèvres des différentes familles du village. Une famille qui en avait 2, l'autre qui en avait 3. Et lui s'occupait de tout le troupeau et en échange, on lui donnait une partie du lait ou des cabris, tout ça, voilà. C'était une famille de bergers du côté de ma mère. De Pietraliverde. De Pietraliverde. De Pietraliverde. Ouais, tout à fait. Il va avoir votre grand-mère. Ouais. Elle est là, j'ai une photo d'elle C'est ma justement. grand-mère, c'est ça, c'est sa fille donc. C'est le seul grand-parent que vous avez connu. Elle m'a élevé, j'ai passé toutes mes vacances au village avec elle. Et c'est la seule vraiment avec qui j'ai vécu quelque chose, quoi, on va dire. C'est une Strabone. Alors non. Non, c'est pas une Strabone, c'est votre maman qui est c'est une ma maman Strabone. qui est une Strabone. C'est une maçonne. Oui. Donc elle a eu ma mère avec un Strabone de Pietraliverde. Oui. Expliquez-moi justement, parce qu'il y a une histoire familiale derrière qui est Ouais, assez... vous savez, il y a des classes sociales hein, dans les villages et ma grand-mère appartenait à une classe sociale de bergers, donc des familles, on va dire, vers le bas de la classe sociale, alors que le papa on va dire de ma mère, quoi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, lui, il était dans une classe sociale, il était un peu un Jean, on va dire. Donc, ce n'était pas possible que la famille des gens accepte que leur enfant vive avec ma grand-mère. Et du coup, ils se sont pas mariés. Du coup, c'est votre... Lui, il lui a dit, ouais, bon, bah alors, ok, il ne se marie pas, mais alors il faut qu'il s'en aille, hein, il faut qu'il parte. Et donc, votre grand-père... Et voilà, le père de ma mère est parti vivre sur le continent. Ouais. Votre mère, justement. Ouais. On va venir aux parents. Ils sont là. On commence par qui? Par votre maman, par votre papa? Bah, peu importe, on commence hein. par la maman, puisqu'elle est dans la famille. La maman. La maman, un trait de caractère particulier, c'est sa timidité. Ouais, maladive. Maladive. Dont j'ai hérité pendant des années. Vous êtes vous aussi timide. Ouais, ça va beaucoup mieux là. Mais ça va beaucoup mais mieux. vraiment maladive, à quel point elle est timide? Ah, je ne sais pas comment vous expliquer quoi. Elle tremblerait presque s'il y a du monde et qu'on la regarde, quoi. Et vous avez hérité de ça, c'était un drame pour vous, c'est un drame. C'était un drame que je me suis forcé à cacher toute mon enfance et ma jeunesse. Et c'est pour ça que je suis allé vers l'humour. Je me suis aperçu que j'avais cette capacité à faire rire les copains et les copines. Et j'ai dit, tiens, si je les fais rire, ils vont jamais se douter que je suis extrêmement timide. Et donc c'était le plus beau des masques, c'était de faire de l'humour. Effectivement, on ne se doute pas que quelqu'un est timide quand il fait sans cesse le pitre. Voilà. Le papa, il est de Moïta, lui, papa. Il est de Moïta. Alors lui, Ah, pas du tout Fraticelli, timide. donc. Fraticelli. Pas timide du tout. Lui, non. Gros déconneur. Et il adore faire de l'humour, quoi. Lui, c'est un bon vivant. Votre papa, il n'a pas connu sa maman, hein, il est orphelin très il l'a jeune. connu, mais il l'a perdu très jeune, quoi. Il devait avoir 12 ans. Et donc il apprend à se débrouiller très tôt, très jeune. Ouais. Il est boulanger, votre papa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein? À cette époque-là, ouais, boulanger. Et à un moment donné, il trouve du travail dans le village de ma mère, qui est le village juste à côté, quoi. Dans un petit four qu'il y avait là-haut, mais il avait quoi, 16 ans. Il rencontre ma mère qui en avait 15 et ils ne se sont plus jamais quittés. Ils sont toujours ensemble. Ils ont travaillé. Ouais, ils ont vécu ensemble, travaillé ensemble. À l'hôpital. Disputé ensemble. Ajaccio et Bastia. D'abord, ils ont travaillé à Ajaccio dans la restauration. Et après, ils sont partis vivre à Bastia. C'était plus près, parce que mon village étant en Castaniche, c'était plus près pour monter voir mon frère qui était né et qui vivait au village, lui. Votre maman, elle a eu à 17 ans d'ailleurs, votre frère. Et vous avez eu quel âge? 8 ans après, elle devait avoir 25-26 ans. Cette photo, elle est intéressante. Retournez-vous un petit peu, Eric, si vous le voulez bien. Ah oui, c'est tonton Xavier. Tonton Xavier, on voit un air de ressemblance. C'est le frère de mon père. Vévé, on l'appelle. Pourquoi il est important? Parce que je l'aime beaucoup. Déjà, c'est un personnage. Et donc, il était un peu voyou quand il était jeune, un peu beaucoup.
Et du coup, j'ai beaucoup puisé en lui pour jouer mon rôle dans Mafiosa. Il le sait que vous êtes Oui, inspiré oui, de sa vie, je ouais. sais, je Il sais. vous a donné des conseils de temps en temps en disant là, vous n'êtes pas. Pas du tout, pas du tout. En fait, il parle pas. Il parle pas. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il est d'ailleurs. toujours vivant. Oui. Il se soigne, il est un petit peu malade, mais tout va bien. Je prends ça, Ouais. je vais avoir besoin de ça parce que venez, on va vers la photo là. Vous allez naître en 1969. 9. Oui. Là, vous avez quel âge? Là, je dois avoir franchement entre 8 et 10 ans, je n'ai pas le souvenir exact. Ça, c'est le Papa Noël de l'hôpital de Bastia. Les cadeaux, justement. Vous avez une enfance pleine de cadeaux, vous avez tout ce que vous voulez ou c'est un cadeau de temps en temps? Non. Avec mon frère, on n'avait pas tout ce qu'on voulait parce que mes parents n'avaient pas les moyens. On va dire, matériellement, non. Les enfants, de toute façon, ils n'ont jamais ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent toujours plus. En revanche, on a manqué de rien. Ouais, c'est paradoxal. On n'avait pas grand-chose et on a manqué de rien parce que vraiment, nos parents, avec nous, ils ont été exemplaires. Magnifiques. J'ai pris cette photo. Vous êtes là. Je suis là. Avec une mèche. Une mèche folle. folle, c'est ça. Lui, c'est Pierre Marianne et c'est mon plus vieil ami. On est encore amis aujourd'hui. Donc, cette photo a 44 ans. On avait 4 ans tous les deux. On est où là? Dans quelle école? On est à l'école à Montésor, à Loupine, ou une école maternelle. C'était sous des immeubles, vous voyez, on va dire pas les égouts, mais pas loin, quoi. La cave ils avaient fait des écoles dans la cave des immeubles. Allez, venez, on va par là. Et cette photo, j'aime beaucoup, moi. Parce que justement, vous êtes à Loupine. Ouais. Et à Loupine, vous avez un jeu à l'époque. Oui, avec les Vous copains. regardez la télé. Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé? On jouait au foot et tout, comme tous Oui, les oui, copains vous de avez l'époque. joué, Oui. ouais. Et après, on regardait la télé, on avait un copain qui avait le seul magnétoscope du quartier. Donc, on était tout le temps chez lui pour regarder des films. Et entre autres, un jour, on tombe sur un film de Bruce Lee. On s'est pris une gifle. Et on voit Bruce Lee avec les nunchakus. Là. On décide de fabriquer des nunchakus, mais évidemment, il n'y en a pas un qui sait en faire. Et on va dans la petite forêt qu'il y a autour d'Agliane, qui est juste à côté de Loupine. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un jeu, on dit voilà, on se cache et quand on trouve un copain, on le massacre à coups de nunchaku, quoi. C'est les arts martiaux, quoi. Rien à voir. C'est vraiment l'esprit art martial. Ah oui, complètement. c'était plus martial que hard d'ailleurs. Et du coup, un jour, alors que je cherchais des camarades qui essayaient de me chercher aussi, je tombe sur un mec qui promène son chien et qui, lui, mais je ne le sais pas à ce moment-là, est un maître de kung-fu. Et c'est lui qui m'a enseigné le kung-fu. Voilà. Et du coup, vous allez en faire pendant quelques années. Ouais. Est-ce que ça va vous servir? Je suis passé à côté du message, on va dire, du message spirituel, du vrai kung-fu, on va dire. Mais ça m'a apporté, aujourd'hui par exemple, c'est un enseignement qui a eu son effet après. Ouais. Moi, je vais très lentement. Bon, on va aller lentement dans la thèse d'à côté, si vous voulez bien. Okay. Vous allez passer le bac, et on va voir ce qui va se passer après le bac. Là, mais j'ai même pas révisé. Prévenez les gars. Là. Allez, Eric, c'est par là que ça se passe. Donc, vous venez d'avoir votre bac et vous partez à Aix. Période aixoise, vous ne chômez pas à Aix. À Aix. Ça, je sais pas où vous l'avez trouvé, c'est un truc de fou, mais bon, ouais. Non, je ne chômais pas. Non, beaucoup de corruption auprès de mes enseignants. On est une thèse de doctorat en philosophie, création et répétition dans l'évolution biologique. Ouais. Oui, que dire? On va pas rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va s'ennuyer. Alors justement, au cours d'une de vos petites déambulations dans les rues, vous rencontrez, je ne sais pas si vous le rencontrez, vous retrouvez en tout cas. Je retrouve Jacques Leporati, alias Tsek. Non, je le connaissais du lycée à Bastia, on était en seconde ensemble. Je l'ai retrouvé là-bas parce qu'il faisait ses études d'histoire de l'art. Moi, j'étais en philo. Et c'est lui qui m'a amené au théâtre. Oui, parce que lui, il fait du théâtre Lui, à l'époque. Il fait du théâtre. Il a toujours été passionné par le théâtre, Jacques. Et un jour, il y a un désistement parmi ses copains et il dit tiens, si tu venais avec moi, non? Ouais, c'est comme ça va encore plus loin. Sa voiture est en panne pour aller jusqu'à Marignane, parce que c'est là-bas qu'il répétait. Donc il m'a demandé de l'accompagner. Arrivé là-bas, second événement, il manque quelqu'un. Est-ce que tu peux nous faire la réplique? Parce que sinon on ne peut pas répéter. Et ça s'est passé pendant un mois comme ça et le mec n'est jamais revenu. Et ils m'ont demandé est-ce que tu veux pas le remplacer? Bon, moi franchement, ça ne me disait pas du tout. C'était vraiment pour rendre service, quoi. Et alors, du coup, pendant qu'il y a des pauses, pendant les pièces de théâtre, vous rejouez un petit peu les films à votre façon. C'est comme ça que vous vous découvrez un talent comique tous les deux, en fait, Eric. Ouais, on avait des capacités à faire rire et une envie de faire rire tous les deux. Hein, c'était indéniable. On passait beaucoup de temps en coulisses, effectivement. Et du coup, pour pas s'ennuyer, on imaginait les scènes qu'on était en train de voir à travers les rideaux d'une manière comique, alors que c'était du théâtre classique. Et ça nous faisait rire. Et c'est de là qu'est née l'idée d'écrire des sketchs à nous et de les jouer. Et c'est de là que naît Tsek et Pido. Pourquoi Pido, vous?
Enfin, Pido, parce que Pido, tu vois, le pou et Tchèque pour la Tchèque, parce qu'on avait l'idée de dire qu'on était des parasites un peu. On ne voulait pas rentrer dans le truc du troupeau, quoi. Et donc vous commencez à jouer dans les bars, tant et si bien que vous avez un choix devant vous, c'est où vous continuez un petit peu dans les bars, enfin c'est vous qui allez me l'expliquer. Ou alors, avec cette thèse, vous avez accès, vous pouvez être prof aussi, Eric. Oui, tout à fait. J'avais même un poste que je devais prendre, quoi, Ouais. à partir je crois que c'était octobre. 95. Ouais, un truc comme ça. Ouais, octobre Ouais. 95, à la rentrée octobre 95. On est au mois de mai, quand on lance pour la première fois Tsek et Pido, au mois de mai 95. Et Tsek, lui, a un poste à la fac de Corté, à la rentrée d'octobre, lui aussi. Et donc, pendant cet été-là, on joue dans des petits bars, dans des restaurants et tout ça, puis on est surpris par l'accueil. Et on se dit, putain, il y a peut-être un truc à faire, ça serait agréable. Viens, on tente le coup, quoi. Mais bon, ça, Sauf qu'il faut le dire aux parents, ça. il faut le dire aux parents. Donc, la tête de mes parents, après toutes ces années d'études, les pauvres, où ils Qu'est-ce se que vous sont leur dites? sacrifiés, je leur dis, je vais faire des sketchs dans des restaurants. Il a dit, je préfère pas enseigner un peu. Je dis, papa, le diplôme, on s'en servira plus tard au cas où, j'ai envie de faire ça. Et donc, et les parents de Jacques, comme les miens, nous ont aidés beaucoup. Et c'est parti, et on regarde ce que ça donne. Putain, tu vas faire lever les sandales, tu m'as tué. Qui je t'ai tué? Qu'est-ce que tu racontes un peu? La vie m'a piqué. Une vive, où une vive? Montre! Montre la vive, où elle est? Alors, regarde comme elle a les yeux mauvais, regarde. Les yeux mauvais, ça une vive! Oh folle, ça c'est un crabe au gabro! Tu vois pas que c'est un crabe ça, tu mets pas dans l'eau la vive! Ah, c'est un crabe. Oh stérique, va! Voilà, ils sont partis maintenant! Tu vois que tu fais comme ça? On nous vient, va! Il a un autre copain là-bas. Il arrive, il fait oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Je dis, mais lui, non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il y a un problème. Oh là, on commence à pinching broy, tu sais. Tu sais comment ils étaient? 12, ça va, Babin? 12? Mais j'ai pas eu peur. Moi, j'ai pas eu peur. J'ai dit, là, ça va, d'accord, ça va, d'accord. Eh ben, on va tous dehors, parce que moi, les histoires, je les fais pas, tu vois, dedans. On va tous dehors et on s'explique, ça va, Babin? Ouais. Et on va tous dehors. J'ai dit, maintenant, tous un par un, je vous prends. Ben, tous un par un, ils ont commencé à sortir des armes. Oh, il faut aller voir. Ah, qui avait le manchakou, le kachavou. Oh, il fallait voir, des tapettes pour les rats. Ah, il avait une boîte d'efferalgan périmée, ça va, Babin? Oh, incroyable, incroyable. Ça vous fait rire encore? J'avais oublié, je ne me rappelais même plus de ça. 96, vous le gagnez, ce fameux festival du rire, qui était à Sartène d'ailleurs, pas à Porto Vecchio. Ouais, tout à fait. Et on en arrive là, des DVD. Ah, Vous avez écrit en 10 ans 11 spectacles, je crois. Véritable succès. Comment vous réagissez face au succès d'ailleurs, pendant le succès et aujourd'hui? On bosse tellement qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On écrit un spectacle par an, plus les représentations. On en faisait 70 par an à peu près de représentations. Donc à ça, il faut rajouter le temps d'écriture, le temps de répétition, les recherches de costumes. Enfin, non, en fait, c'est un rythme d'enfer. Pendant 10 ans, un truc de malade. Donc vous vivez pas pleinement le succès en fait? C'est le bonheur? Si, quand même, on le rencontrait dans la rue et quand les gens venaient témoigner de leur, on va dire, de leur amitié pour nous, quoi, de ce plaisir qu'ils avaient à regarder nos sketchs. Donc là, c'était notre manière de le vivre, mais pas au sens succès, vous voyez, comme récompense, au sens succès comme partage, on va dire, avec les gens. Diapositive suivante, là celle-là. 99, vous vous retrouvez au Palais des Glaces avec Gad Elmaleh. Ouais. Alors, j'ai une anecdote, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Il paraît qu'il vous aurait piqué une de vos répliques, qui a fait mouche d'ailleurs. Ouais, c'est Vous rigolez, mais en fait, on rigole pas en fait. Hein. Non, ça fait pas rire. C'est la fameuse réplique, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est une réplique que j'avais improvisée au théâtre du Palais des Glaces à Paris. Et comme Gad nous mettait en scène, il a piqué la réplique, il s'en est servi dans ses spectacles, partout, même dans La Vérité si je mens, il a placé. C'est ça. Vous lui avez dit? Vous lui avez rappelé un petit peu? Il s'en rappelait très bien d'où ça venait. C'est lui qui m'appelait à chaque fois en disant « Excuse-moi, ça m'est sorti comme ça ». Mais en fait, après, à force de le connaître, on a découvert qu'il faisait ça avec plein d'autres comiques. Ouais. Alors justement, vous faites remarquer, quand vous faites le Palais des Glaces en 1999, et pour le coup, vous vous retrouvez à l'affiche. Hein? L'enquête corse, elle est très belle cette photo. Elle a été prise à Arbalonga, vous savez. Donc, deux remarques sur cette photo. D'une part, c'est qu'il y a vos parents, jamais loin. Vos parents qui, toujours. Au début, ont dit « allez, vas-y », ils vous ont jamais abandonné, ils vous ont même aidé. Ils avaient pas beaucoup. Ils se disaient, ils étaient en train de faire une bêtise, mais ils étaient là, quoi. Jusqu'au bout, ils m'ont aidé.
Aider comment? Aider, alors, dans l'organisation de tout, coller les affiches, réparer les costumes, nous aider financièrement, parce que pendant 2 ans, on ne gagnait absolument pas d'argent. Avec Jacques, on réinvestissait tout dans le matériel. Donc, il nous hébergeait. Il fallait, je sais pas moi, 400 francs pour aller faire un restaurant avec sa copine ou quoi. J'ai plus une notion de prix de l'époque, mais c'était eux qui me les donnaient, quoi. Enfin, ils ont toujours été là. Et au fur et à mesure que ça grimpait, je voyais dans leurs yeux, pas de la fierté, mais une espèce de sentiment qui disait « on a bien fait de l'aider, ça avance ». Qu'est-ce qu'ils vous disaient justement? Est-ce qu'ils vous ont dit c'est bien, c'est bien. Ils me disaient toujours, c'était leur mot, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Encore aujourd'hui, ils disent c'est bien? Oui, quand je dis ah, c'est bien, hein, Ovio. Alors, ma mère me voit travailler dans mon garage 10 heures par jour. Elle ne peut pas s'empêcher de descendre parce qu'elle habite juste à côté de l'endroit où je travaille, qui est un simple garage, pour m'amener à manger parce que je ne m'arrête pas pour manger. Je travaille sans arrêt du matin au soir ou pour boire. Et elle me dit tu devrais sortir un peu de ce garage, marcher un peu dehors. Enfin, ils sont toujours là, quoi. Ils sont extraordinaires. Et donc, autre remarque, il n'y a plus de sec. Non, mais là, c'était une scène Oui, de l'enquête corps. Je sais, mais enfin, bon, il n'y a plus de sec. Pas dans cette scène, effectivement. Cette photo a été prise, le sec n'était pas là. Ce que je veux dire, Eric, c'est que vous vous êtes séparés. Mais pas à ce moment-là. En fait, là, on était toujours ensemble. De manière générale. C'était pas une séparation. On avait décidé, au bout de 10 ans, déjà parce qu'on avait de la fatigue, 11 spectacles, c'est énorme en 10 ans, on s'est dit, il faut surtout pas que le public se lasse de nous et qu'on s'essouffle. Alors, on va faire une pause de 3-4 ans. C'était prévu comme ça. Pendant ces 3-4 ans, on s'était dit, on écrit des prochains spectacles. Quand on va revenir, on avait prévu de revenir, on s'est arrêté en 2005, mais on devait revenir en avril 2009, 4 ans. Et Jacques, en fait, Tsek, 1 an avant, a eu le besoin d'écrire un spectacle seul sur scène. Il a eu ce besoin-là, pour diverses raisons, qui ne le regardent qu'à lui finalement, mais il a eu ce besoin de jouer, de se retrouver seul sur scène. C'était en 2008, 1 an avant qu'on reprenne ensemble. Donc pour le coup, j'ai pas trop le choix, moi aussi, de faire mon spectacle tout seul, quoi. Donc, il n'y aura plus de Tsek et Pido? Ça, j'en sais rien, je sais pas. Vous êtes toujours amis? Moi, oui, on se voit plus parce que nos vies ont pris 2 tournants différents. J'ai toujours beaucoup d'affection pour Jacques parce que c'est déjà grâce à lui si je fais ce métier, donc ça, il ne faut jamais l'oublier, quoi. Beaucoup d'affection pour ce garçon qui est très gentil, très gentil. Et donc l'aventure se poursuit sans Jacques, justement, sans Tsek. Alors on a fait un petit bond en avant, bien sûr, mais c'est pour dire que vous avez quitté quand même peu à peu la scène pour vous tourner vers le cinéma. Vous l'avez appris où, votre métier de comédien? Seul? Pas de cours de... Non, parce qu'à l'époque, quand on faisait avec Jacques du théâtre classique, c'était donc des cours de théâtre classique, quoi. Après, ça s'est fait sur le terrain avec les différents metteurs en scène, les différents collègues de travail qui nous apprennent, malgré eux ou volontairement, des choses. On apprend sur le terrain, sur le tas, avec des années et des années. Ça fait quand même maintenant... J'ai commencé, la première fois que je suis monté sur scène, c'était en 92, donc ça commence à faire quelques années, 25 ans déjà. Et j'espère apprendre encore, parce que je m'aperçois à chaque fois quand je regarde des anciens morceaux de travail, je me dis « Ah non, pourquoi tu l'as dit comme ça? Pourquoi tu l'as fait comme ça ?» Donc ça prouve qu'il y a encore du boulot, quoi. Eh bien, le boulot qui reste à accomplir, on va le voir dans l'autre pièce, avec justement, quand on tape votre nom sur Internet, on va voir un petit peu ce qui sort, si vous le voulez bien. C'est des photos qu'on ne maîtrise pas, ça. Ah d'accord. Okay. Venez avec moi. Alors Eric, c'est la dernière pièce de la visite. Il y a des écrans, on va les allumer un par un si vous le voulez bien. Okay. On va commencer par celui-ci. Quand on tape votre nom sur un moteur de recherche, alors il apparaît pas ça en premier, mais j'ai choisi celui-ci. Ok. On regarde et vous nous expliquez après. D'accord. Parce que ça mérite explication. Je ne comptais pas venir sur ce terrain, mais quand hier soir j'ai vu la goutte qui a fait déborder le vase, quand je l'ai entendu dire à Jean Poératé, je me suis dit... Quand vous voyez ça, Eric, Oui. qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était pendant les élections municipales de Bastia, j'ai plus la ligne en tête. 2014. 2014. Ouais. Où à l'époque, l'équipe de Jean Tsoukaril était venue me chercher parce qu'ils avaient eu vent d'un projet que j'avais proposé initialement à l'équipe de Gilles Siméone
mais qui m'ont un peu dit à l'époque, non, bah, pas besoin, ok. Donc c'était l'idée de faire une forme d'académie de théâtre gratuite pour tout le monde dans toute la Corse, un peu comme on va dire un conservatoire de théâtre, mais au niveau corse, on n'avait pas besoin du continent finalement à l'époque. On m'a dit que c'était pas... que c'était pas une bonne idée. Donc eux, ils en ont entendu parler, ils m'ont dit, bon, si tu viens te joindre à nous et qu'on passe, on mènera à bien ce projet, un projet qui n'était pas pour moi. Moi, je ne devais pas participer à ce projet. C'était l'idée de le développer en faisant intervenir des gens du cinéma, de la mise en scène et tout ça pour donner des cours, mais gratuits. Sauf que là, on n'est plus là, Eric. Là, Ah oui, ça c'est une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse, oui, parce que quand je me suis retrouvé sur une liste juste moi pour essayer de développer ce projet pour les jeunes, je me suis retrouvé avec des lettres de menace, les voitures détériorées, vous savez, le truc très courageux de détériorer une voiture. Là, je me suis aperçu que chez nous, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas très courageux. Hein, mais oui, quand ils sont à plusieurs dans les bars, ils font les costauds, mais après, d'aller abîmer nos voitures. Donc, toutes ces lettres de menace et tout, j'ai dit, j'ai pas compris là, mais c'est quoi? C'est pas un combat pour la liberté au départ. Donc, on est libre que quand on est avec certaines personnes. Dès qu'on choisit des idées, on n'est plus libre. Donc, moi, je suis libre jusqu'au bout. Je me suis senti agressé, donc je voulais montrer que j'ai peur de personne. Je suis tout seul, vous voyez, avec moi, il n'y a personne. Je n'ai pas besoin d'être à 10 dans un bar. Vous ne regrettez pas ça? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Moi, je partais d'un bon principe. Finalement, ça n'a pas marché. Bon, j'ai essayé. Maintenant, aux autres de faire leur morceau de devoir pour la Corse. Moi, maintenant, je vais travailler. Voilà, et le travail, le continent, c'est travailler sur le continent. C'est ici que ça se passe. Allez, on fait un petit voyage, si vous le voulez bien. Eh bien, on va regarder? Oui. Hein? Oui. Allez. Monsieur le commissaire, moi, je vais tout vous expliquer. En fait, c'est pas un vrai kidnapping. Tout ça, c'est pas vrai. C'est une pièce de théâtre. Ça c'est un décor. Ça, c'est des costumes. Eux, c'est des comédiens. Des mauvais comédiens, mais c'est des comédiens. Rien n'est vrai. Vous voyez ça, c'est pas un vrai pistolet, ça. C'est un accessoire. Mon Dieu. Commandant. Commissaire. Comédie écrite et mise en scène, vous faites tout là-dessus, Eric. C'est en ce moment. C'est en ce moment, ça. Oui, là, on attaque la tournée. Ouais. On attaque la tournée dans toute la France, la Suisse. Gros potentiel. Ah, puis un super moment. Hein. Je remercie encore Richard Caillard, mon producteur, de m'avoir fait confiance, quoi, de A à Z. Ça commence à Paris, vous allez quand même venir en Corse, hein, on est d'accord, en mars. Oui, on va terminer la tournée, s'il n'y a pas de changement, au mois de mars. Ouais. Et puis ça risque de se transformer aussi, je crois savoir, en film. C'est très possible qu'il soit adapté en film. Ouais. C'est un peu prématuré de le dire aujourd'hui, parce que c'est pas, on va dire, acté. Je suis en train de réfléchir avec qui et comment, mais ça finira en film, bien sûr. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de projets. On est dans la salle des projets, j'ai l'impression. Regardez, on va aller sur l'écran si vous le voulez bien. Mettez-vous là. Attends pour moi. Justement, vous êtes là-dessus, mais vous êtes aussi sur une écriture dans votre garage. On l'a compris, vous écrivez à peu près 10 heures par jour, et vous écrivez... Ah oui. On peut penser à quoi, magnifique, ça. Je crois que c'est une vraie image en plus du trésor de lave. Vous êtes en train d'écrire un long métrage sur le trésor de lave. Tout à fait. Ouais, j'en suis à la base. Pareil, vous allez le mettre en scène. Acteur, c'est une comédie. Ça serait une comédie. Oui, une comédie, oui. Oui, la vie, elle est déjà assez difficile comme ça. Non, moi, je sais faire que des comédies. Qui va s'appeler comment? On ne peut pas encore dévoiler le titre, mais ça sera l'histoire de... Bon, il y a un titre de travail qui s'appelle Inestimable, au pluriel. Mais je ne sais pas si ça sera le titre conservé jusqu'au bout, ça je ne sais pas. Vous ne savez pas beaucoup de choses, parce que tiens, la photo qui suit d'ailleurs, là, c'est vous, dans le bureau des légendes, ce fameux rôle. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir encore le tenir ou pas, parce qu'on vous a proposé d'être dans la saison 4, sauf qu'il y a le clan, il y a le film sur le trésor de lave. Vous ne vous donnez pas un petit peu trop de travail, parce que c'est peut-être arrivé un peu plus tard, finalement, le succès, Eric. Oui, mais je pense que c'est parce que ça fait des années que j'attends de pouvoir faire tout ce travail, que là, ça se présente, la possibilité de le réaliser est là, que je ne m'accorde même pas l'idée de dire je peux refuser. C'est même pas possible. Et d'ailleurs, Éric Rochon, qui est un des gens qui sont autour de moi, qui me conseille souvent, me dit « dis jamais non ». Je dis, mais après, si je dis oui, on verra, mais tu dis pas non. D'accord. Allez, dernière photo, si vous le voulez bien, c'est celle-là. C'est vous, jeune Eric. Ouais, premier tournage de ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne sait pas si vous êtes avant le tournage ou après
Tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez très très timide, c'était maladif, c'était une souffrance. Aujourd'hui, toujours aussi timide? Ça va mieux? Non, ça va beaucoup mieux. Ouais. Je pense que c'est... Parce qu'il y a moi, je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression que c'est réglé, cette histoire. Ouais. Ouais. Il n'y a pas le Eric qui était dans la vie et le Eric qui était sur scène, qui avait un masque. Non, je crois que c'est fini. Ouais. J'ai 48 ans maintenant. Si je continue à me cacher, on ne me verra jamais. Maintenant, non, j'assume. On y va, à fond. En tout cas, c'est la dernière ligne droite, là. Hein. Elle va durer 20-30 ans, mais j'en sais rien combien je vais vivre encore. Mais il faut aller tout droit maintenant. C'est bon, ça y est, les masques sont tombés. merci de ne pas vous être caché, en tout cas, pour nous, pendant 26 minutes. On finit l'émission toujours avec un selfie. Eric, oui. J'en perds mon micro, moi. Bravo. Allez, venez, mettez-vous à côté de moi. Vous en faites des selfies ou pas? Oui, ouais. Je suis très doué. Moi. Allez, vous souriez. Oui, il a été fait. Ouais, je ne l'ai pas vu. Merci beaucoup. Eric. Merci. À bientôt. À bientôt. Et longue dernière ligne droite. On se reverra sûrement. J'espère. Ciao, Eric, ciao.